Bonsoir à tous, bienvenue sur la page Dead Activity, dans la rubrique Petite histoire paranormale. Aujourd'hui, je vais vous narrer une histoire qui s'intitule La maison du pendu. Effectivement, deux urbexeurs se sont rendus dans cette maison pour la visiter, mais rien ne s'est passé comme prévu. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Les deux urbexeurs de cette histoire s'appellent Kevin et Thomas. Ils ont 30 ans. Ils font de l'urbex depuis 5 ans. Au cours d'une soirée, Kevin et Thomas entendent parler d'une maison qui serait à l'abandon. Et cette maison s'appellerait la maison du pendu. Effectivement, un monsieur aurait mis fin à ses jours dans cette maison. Après cette information, Kevin et Thomas décident de trouver d'autres informations pour savoir où est précisément la maison et comment y entrer. Ils parviennent à réunir ces informations. Apparemment, pour entrer dans la maison, il y aurait une fenêtre à l'arrière de la maison qui ne serait pas fermée et ils pourraient y entrer à l'intérieur. C'est parfait, tous les éléments sont réunis pour faire une visite. Kevin et Thomas se calent une date. Le week-end d'après, les deux sont libres. C'est parfait. Ce week-end-là, ils se retrouvent tous les deux. Ils montent dans la voiture et partent en direction de la maison. Se gardent dans la petite rue, regardent autour d'eux pour être sûr que personne ne les observe et grimpent au-dessus du muret. Ils atterrissent dans le jardin. Ils sont face à cette maison. Il est 20 h, le soleil va bientôt se coucher. Ils profitent des derniers rayons du soleil pour observer la maison. Après ce temps d'observation, ils décident enfin de se mettre en jambes pour entrer dans la maison. Ils se dirigent vers la fenêtre qui est à l'arrière de la maison. L'information disait qu'ils pouvaient rentrer par cette fenêtre. Ils arrivent. Malheureusement, la fenêtre ne s'ouvre pas. Kevin et Thomas, bien sûr, ne décident de ne pas casser cette fenêtre parce que exploration urbex n'est pas compatible avec dégradation. Du coup, ils décident de faire le tour de la maison pour voir s'il y a une autre entrée. Ils tombent sur un volet sur le côté de la maison qui tient via un loquet. Ils font sauter le loquet, ouvrent les volets et ils tombent sur une fenêtre avec un carreau cassé. Thomas passe le bras en faisant attention de ne pas se couper et ouvre la fenêtre. C'est bon, ils y sont, ils peuvent entrer dans la maison. Ils enjambent la fenêtre et atterrissent dans la maison. Au premier abord, ils arrivent dans un atelier qui devait certainement servir à l'ancien propriétaire pour bricoler. Après observation, effectivement, ça ressemble vraiment à une maison abandonnée. Beaucoup de poussière, beaucoup de toiles d'araignée et voire même des araignées. Ce qui frappe d'abord les deux urbexeurs, c'est que l'atelier est presque comme rangé. Effectivement, on y trouve tous les produits pour bricoler et étonnamment, il est plutôt bien rangé. Et ils se rendent compte que la maison est plutôt dans un bon état général. Après quelques minutes à explorer l'atelier, les deux urbexeurs se dirigent vers une autre pièce. Ils rentrent dans cette pièce et ils atterrissent dans la cuisine. C'est assez étonnant de voir la cuisine accolée à l'atelier, mais bon, c'est agencé comme ça. En même temps, c'est une maison assez ancienne. Même si elle est en bon état général, on voit par l'aspect que c'est une maison qui a été construite dans les années 50, voire 70, entre les deux. Kevin et Thomas sont là dans la cuisine, qui est en nettement moins bon état. Mais deux choses frappent Kevin et Thomas à peine rentrés dans la cuisine. Effectivement, la table est encore mise, assiette, couverts, verres, et la cuisine est étonnamment comme l'atelier, plutôt bien rangée. Dans les placards, toutes les casseroles sont parfaitement rangées, les couverts, les verres, voire même des aliments dans les placards. En fait, Kevin et Thomas ont l'impression que les propriétaires sont partis comme ça, un peu, du jour au lendemain. Les urbexeurs ne perdent pas trop de temps dans la cuisine, car comme je vous l'ai dit, c'est pas en bon état, et le plancher est vraiment pourri. Ils arrivent même à voir un peu le vide sous leurs pieds. Les urbexeurs quittent la cuisine, veulent se rendre au premier étage, mais ils se rendent compte qu'ils ont oublié de
regarder le salon. Ils font demi-tour et ils rentrent dans le salon. Un salon, ce qu'il y a de plus classique, vraiment classique. Ils ont même l'impression de rentrer dans une photo des années 80 tellement rien n'a bougé finalement et comment c'est bien resté dans son jus. Soudain, Kevin voit sur le mur un portrait d'un monsieur en tenue de militaire cérémoniale. Kevin observe le portrait et tout d'un coup, Kevin et Thomas sursautent. Ils entendent un fracas. Ils se regardent tous les deux inquiets, se demandant ce que c'est. Ça ressemble à du verre qui casse. Le bruit venait de la cuisine. Kevin et Thomas sortent de la pièce prudemment, se dirigent lentement vers la cuisine car ils sont inquiets de ce qu'ils ont entendu. Ils se rendent compte qu'une cruche qui était installée sur la table a explosé. Mais pas explosé au sol. Les morceaux de verre sont sur la table comme si que la cruche avait implosé de l'intérieur. Mais comment expliquer ça? Kevin et Thomas se regardent d'un air inquiet et cherchent une explication rationnelle. Sauf qu'ils se murent tous les deux dans un silence qui dure plusieurs secondes. Soudain, Thomas regarde Kevin et dit: Oh, tu sais, ça se trouve, il fallait un rien pour casser cette cruche. L'écart de température, regarde, on a ouvert un volet, l'air a changé, les températures du froid chaud se sont rencontrées et ça a fait exploser la cruche. Kevin n'a osé rien dire parce qu'il n'avait pas d'autre explication rationnelle à donner. Ils essayent d'oublier cet événement très bizarre et continuent leur visite. Ils ont visité toutes les pièces du rez-de-chaussée et reste plus que l'étage. Mais en vue de l'état de la maison qui est quand même assez dégradé, vu le plancher de la cuisine, etc., Kevin dit à Thomas: Écoute, je monte à l'étage moi, si tout se passe bien, si c'est pas abîmé, tu me rejoins. Ça sert à rien qu'on prenne tous les deux des risques. Kevin gravit les marches qui grincent énormément. Il arrive à l'étage. Après avoir gravi la vingtaine de marches, Kevin est sur le palier du premier étage. À droite, une chambre, à gauche, une salle de bain, et en face, une porte fermée. Kevin est là, planté, à observer l'environnement. Soudain, il est dérangé par une voix. Effectivement, c'est rien, c'est Thomas qui lui demande s'il peut tout simplement monter. Kevin l'avait presque oublié tellement il était immobulé par le premier étage. Kevin dit à Thomas: Oui, c'est bon, tu peux me rejoindre. Les deux urbexeurs se retrouvent à l'étage. Les deux urbexeurs commencent par visiter la salle de bain. En somme, rien de particulier, c'est une salle de bain. Mais ce qui frappe encore une fois, comme en bas les deux urbexeurs, c'est vraiment que tout a l'air très rangé. En fait, mis à part la poussière, tout est propre. La serviette est pliée, il y a même un savon à côté du lavabo. Une fois la salle de bain visitée, les deux messieurs se dirigent vers la chambre qui est en face de la salle de bain. Ils pénètrent dans la chambre qui se trouve au-dessus de la cuisine et d'un coup l'ambiance change. Effectivement, l'air est un peu plus pesant. Bon, c'est comme ça, c'est un ressenti personnel qu'ils ont, mais ils ressentent le besoin de le dire. Dans cette chambre, il n'y a rien de particulier, c'est une chambre banale. Il y a une armoire où dedans il y a encore les vêtements, les costumes qui sont mis sur les cintres, comme le reste de la maison, bien rangés. Ils se tournent et ils voient le lit. Ce qui est étonnant avec le lit par rapport au reste de la maison, c'est qu'il est légèrement défait, comme si qu'un individu venait de se lever le matin. Quand vous vous levez, vous enlevez la couette et vous vous levez. C'est de cette façon-là que le lit est à l'heure actuelle. Kevin se tourne vers Thomas et commence sa phrase et lui dit: Cet endroit est vraiment incroyable. Il n'a pas le temps de finir sa phrase. Un son plutôt étrange vient les sortir de leur visite et de leur conversation. Effectivement, ce sont des grincements qui ressemblent énormément au grincement d'escalier. Effectivement, quelqu'un est en train de monter les escaliers qu'ils ont empruntés quelques minutes auparavant. Et les grincements se font de plus en plus proches. Kevin et Thomas
ont les poils qui s'hérissent et ont très peur. Au premier abord, ils se disent « Un voisin a dû nous voir entrer et il vient dans la maison pour nous engueuler parce qu'on n'a rien à faire ici. » Enfin, ça c'est ce qu'ils se disent au premier abord. Par réflexe, Kevin et Thomas se sont collés au niveau du mur, vers le fond de la pièce. Ils sont face à la porte et ils s'attendent à tout moment à voir un individu arriver. Les bruits de pas s'arrêtent. S'il y a quelqu'un, il est forcément devant la chambre. D'un coup, un autre grincement surgit. Effectivement, c'est le grincement de la porte. Kevin et Thomas voient la porte en train de bouger. Mais ils sont bien en face de cette porte et personne n'est là pour la toucher. D'un coup, clac, la porte se claque. Thomas et Kevin sont dans la pièce, quelqu'un vient de claquer ou quelque chose, la porte devant eux, mais personne n'était là physiquement pour le faire. Les deux amis se regardent et ont extrêmement peur. Soudain, Thomas regarde Kevin et lui dit « Oh putain, moi je te préviens, je ne retourne pas dans le couloir, on saute par la fenêtre et on dégage. » Kevin ouvre la fenêtre, regarde et dit à Thomas « C'est pas une bonne idée, c'est beaucoup trop haut, tu vois bien que on va se casser une jambe si on saute, on doit repasser par le couloir, on n'a pas le choix. » Comme Kevin et Thomas n'ont pas le choix de passer par le couloir, ils décident de fouiller la chambre pour trouver quelque chose pour se défendre. Évidemment, c'est une chambre, il n'y a rien pour se défendre. Kevin dit à Thomas « Putain, il n'y a rien pour se défendre dans cette chambre. Écoute Thomas, j'ai bien une solution, pour se défendre on n'a pas le choix, tu prends la table de chevet, tu l'empoignes, moi je vais me diriger vers la porte, je vais l'ouvrir, si tu vois quelqu'un, tu lui lances la table de chevet, on en profite pour partir et on revient plus ici. » Thomas prend la table de chevet, l'empoigne et se tient prêt. Kevin, lui, se rapproche de la porte. Arrivé à la porte, il pose la main sur la poignée et ouvre doucement la porte. Et tire la porte, et là il ne se passe rien. Il se rend compte que Thomas n'a pas jeté la table de chevet. Donc logiquement, c'est qu'il n'y a personne derrière la porte. Kevin regarde, et effectivement, il n'y a personne derrière la porte. Comme Kevin ne voit personne, Kevin se retourne enfin vers Thomas pour lui dire « On doit partir ». Kevin se retourne et il s'arrête parce que Thomas n'est pas debout prêt à partir, mais allongé dans le lit. C'est l'incompréhension pour Kevin. Kevin s'approche de Thomas et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous? Arrête de faire le con, on doit se barrer en courant ». Sauf que Thomas est là, allongé sur le lit, les yeux fermés, comme si il était en train de dormir. Thomas ne répond pas à Kevin. Kevin, du coup, s'approche un peu plus de Thomas et il le secoue. D'un coup, Thomas ouvre les yeux, fixe Kevin et lui lança d'un air très sérieux « On devrait peut-être aller au grenier, non? Qu'est-ce que t'en penses ?» Kevin prend un petit air de recul et comprend que quelque chose cloche. Effectivement, le regard de Thomas n'est pas le même et son attitude non plus. On aurait dit quelqu'un d'autre. Thomas se redresse sur le lit, s'assoit et commence à se lever. Kevin, à ce moment-là, essaye de raisonner Thomas et lui dit « Mais Thomas, c'est pas possible, on doit partir, on doit se casser de là, on n'est pas du tout en sécurité ici. » Mais Thomas, lui, se dirige vers la porte. Il sort de la chambre, il va dans le couloir et s'arrête au niveau de la porte du grenier. Il empoigne la poignée et à plusieurs reprises, comme une machine, tourne la poignée sans cesse. Il s'arrête, il se tourne vers Kevin, il lui lance un regard noir et il lui dit « C'est toi qui as caché la clé du grenier? Je la laisse toujours sur la porte, d'habitude. Dis-moi où tu l'as cachée. » Kevin recule, le regarde bizarrement et bégaye, et il lui dit « Mais Thomas, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi j'aurais caché la clé?
Arrête, tu commences à me faire peur, on doit partir maintenant, arrête Thomas. D'un coup, Thomas s'approche de Kevin et l'attrape violemment vers le col. Et ils se dirigent tous les deux vers la chambre. Thomas est toujours en train d'empoigner Kevin. Kevin panique, se débat et pousse Thomas. Thomas s'écroule au sol. Kevin, à ce moment-là, il comprend qu'il ne peut pas aider Thomas et surtout il comprend que Thomas n'est plus vraiment lui-même. Kevin part en courant. Il dévale les escaliers, passe par l'atelier, il saute par la fenêtre et il se retrouve dans le jardin. Kevin appelle Thomas par la fenêtre de la maison. « Hé Thomas, allez viens, descends tout de suite, t'es pas en sécurité ici, viens on se casse, je t'attends, vite, fais vite Thomas. » Malheureusement, pas de réponse. Kevin panique, il décide d'appeler son grand frère comme un petit enfant apeuré et en détresse. Kevin appelle son frère, il lui explique la situation, et il dit à son frère « Il faut vite que tu viennes, c'est le bordel, il se passe plein de choses flippantes, Thomas n'est pas dans son état normal, on doit l'aider. » Après ça, ce sont les 15 minutes les plus longues de la vie de Kevin. Effectivement, Kevin est repassé au-dessus du muret, il est sur le trottoir, en larmes, il fait les 100 pas en pensant à Thomas, parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il fait dans cette maison, et il attend son frère. 10 minutes plus tard, son frère arrive accompagné d'un ami. Bien sûr, Kevin fait le topo à son frère et lui explique ce qu'il se passe. Les 3 individus décident d'entrer dans la maison pour aller voir ce que fait Thomas et pour essayer de le raisonner. Une fois les 3 messieurs dans la maison, ils fouillent le rez-de-chaussée, ne trouvent pas Thomas. Mais ils entendent un bruit caractéristique d'une poignée de porte, qui est à l'étage. Les 3 individus se dirigent vers les escaliers, montent, et retrouvent encore Thomas devant la porte du grenier, qui essaye encore, machinalement, d'ouvrir la porte. Étonnamment, il tient dans sa main gauche une corde. Une corde que Kevin avait repérée quand ils étaient rentrés dans la maison. C'était une corde qui était posée dans l'atelier. Après plusieurs longues minutes, les 3 individus ont réussi à faire sortir Thomas de la maison. Bien sûr, Thomas n'est pas venu de son plein gré, ils ont dû l'entraver, le porter et le faire passer par la fenêtre, car il refusait catégoriquement de sortir. Thomas était obnubilé par le grenier et ne souhaitait aller qu'au grenier. Une fois arrivé à l'extérieur, Thomas commence à retrouver ses esprits. Et Kevin demande à Thomas « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et Thomas ne se rappelle de plus rien. La seule chose qu'il se rappelle, c'est la porte de chambre qui a claqué. Donc autant vous dire, ça fait un petit moment que Thomas n'est plus lui-même. Et d'ailleurs, après ça, Thomas n'aura plus jamais été le même d'après Kevin. Après cet urbex, Thomas n'a plus jamais souhaité faire de l'urbex. Et avec le temps, Kevin et Thomas se sont perdus de vue. Kevin n'a plus revu Thomas, Thomas n'a plus revu Kevin, et ils ne se sont plus envoyés tant que ça de messages. Un petit message une fois de temps en temps, mais cet urbex les a vraiment séparés avec le temps. Un matin de mai 2018, Kevin se lève et il apprend une mauvaise nouvelle. Il apprend que Thomas est malheureusement décédé. Mais comment Thomas est décédé ? Thomas est décédé par pendaison. Il s'est pendu dans le grenier de la maison familiale. C'est comme ça que se termine cette petite histoire paranormale. Si je dois faire une analyse, ce serait la suivante. Les 2 urbexeurs ont donc visité en 2010 la maison du pendu. Thomas, pendant cette maison, n'était plus vraiment lui-même. Peut-être qu'il a subi un cas de possession puisqu'il était immobulé par l'idée d'aller au grenier et surtout qu'il avait une corde à la main. Est-ce qu'il ne voulait pas finalement reproduire ce que le monsieur de la maison avait lui-même fait, s'être pendu? Et au final, il a peut-être reproduit la même chose, mais dans une autre maison, sa maison familiale. Effectivement,
comme je vous l'ai dit à la fin de la vidéo, Thomas se serait suicidé par pendaison dans le grenier de la maison familiale, un peu comme avait fait le monsieur dans les années 70, dans l'ancienne maison du pendu. Est-ce un hasard ou pas? J'y crois pas trop. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Dead Activity. N'hésitez pas à me donner votre analyse en commentaire, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite histoire paranormale.